Alors bonjour, d'abord je remercie beaucoup la Maison de la Grève de l'invitation. On parle quasiment plus de l'état d'urgence dans le débat public et c'est regrettable puisqu'on aura sûrement le plus long, c'est pas encore le plus long puisque De Gaulle avait fait plus long pendant la guerre d'Algérie, mais on aura sûrement l'un des plus longs états d'urgence de l'histoire française. Et aujourd'hui, c'est une question qui n'intéresse absolument plus personne, et aucun média ou presse n'en parle. Et cette question a pris très très peu de place pendant le débat de la présidentielle, alors même que c'était la première présidentielle de l'histoire de la Ve République qui s'est déroulée sous l'état d'urgence. Alors d'abord, quelques points liminaires sur l'état d'urgence, puisque je le vois d'un point de vue juridique. Je rappelle que l'état d'urgence est né pendant la guerre d'Algérie par une loi du 3 avril 1955 qui est toujours applicable. La loi de 55, on connaît son histoire. Le but du jeu était d'éviter de reconnaître aux combattants du FLN justement le statut de combattant, de reconnaître que la guerre d'Algérie était une guerre civile. Et donc un texte qui a été préparé par Mitterrand et Mendès France et qui a été adopté par le gouvernement Faure a prévu d'étendre les pouvoirs des autorités civiles. Et ça, c'est l'aspect assez intéressant de l'état d'urgence, c'est que d'abord, c'est une loi, c'est pas un texte constitutionnel, c'est pas une dérogation aux règles constitutionnelles habituelles, c'est juste une loi qui permet de déroger au pouvoir ordinaire, à l'équilibre des pouvoirs ordinaires des autorités civiles. L'autre aspect, c'est que c'est un pouvoir des autorités civiles, ce n'est pas les autorités militaires qui l'exercent. Vous savez peut-être qu'il y a un autre régime qui existe depuis 1849, qui est l'état de siège, qui est toujours inscrit aujourd'hui à l'article 36 de la Constitution. Ce n'est pas non plus un empiètement de pouvoir dans la mesure où on n'est pas dans le cadre de l'article 16 de la Constitution qui permet au président de la République de devenir législateur. Donc c'est juste l'idée qu'au sein de la légalité ordinaire, on a une extension des autorités, des pouvoirs civils, particulièrement du préfet et du ministre de l'Intérieur. C'est quelque chose d'assez classique en droit administratif, puisqu'il existe une théorie jurisprudentielle qui s'appelle la théorie des circonstances exceptionnelles, qui permet une extension des pouvoirs de police en fonction des circonstances, notamment de l'état de guerre, qui a été beaucoup appliqué pendant notamment la Première Guerre mondiale. Donc la loi de 55, c'est cette extension des pouvoirs qui permet au préfet et au ministre de l'Intérieur, pour l'essentiel, il y a quelques autres mesures, mais c'est surtout ces deux autorités qui ont des pouvoirs étendus. On l'a dit, de prendre un ensemble de mesures. Alors pendant la guerre d'Algérie, il était possible de créer des camps. Ça a été fait pendant la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça a été modifié par la loi de 55 a été modifiée. En revanche, il est possible de faire des perquisitions de jour comme de nuit. Je vais en parler parce que c'est la mesure qui a été la plus utilisée dans le cadre de l'actuel état d'urgence. Dans les premières semaines de l'état d'urgence, dans les 12 premiers jours, vous savez peut-être que la loi de 55 prévoit que l'état d'urgence est proclamé pour 12 jours par le président de la République en Conseil des ministres, puis après elle est prolongée par la loi. Dans ces premiers 12 jours, vous avez eu 3500 perquisitions administratives qui ont été adoptées. Puis il y a eu différentes lois de prolongation. On est à la 5e loi de prolongation jusqu'au 15 juillet 2017. Et au fur et à mesure, le nombre de perquisitions a baissé, puisqu'on est passé de 3500 à 591, puis à 15, puis plus du tout, puisque dans la période suivante, il n'y en a pas eu. Et puis après, il y a une recrudescence des perquisitions dans la toute dernière période. La deuxième mesure qui est particulièrement... sur les perquisitions, je précise que c'est des perquisitions décidées par l'autorité administrative, bien évidemment, pas par l'autorité judiciaire, sur la base d'une simple information, c'est important, s'il n'y a pas besoin d'éléments très précis, d'un dossier très solide. Et elles peuvent avoir lieu de jour comme de nuit. Donc c'est le problème de ces perquisitions. On y reviendra parce qu'il y a eu un contentieux assez abondant sur ces perquisitions. La deuxième mesure un peu phare de cet état d'urgence, c'est l'assignation à résidence. Là aussi, elle a évolué dans le temps par les différentes lois de modification de la loi de 55. Aujourd'hui, l'assignation à résidence, c'est la possibilité pour le ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence un individu en raison de son comportement, et le terme est important, c'est pas ses activités, c'est pas ce qu'il a fait réellement, c'est son comportement global, son attitude, sa personnalité même d'une certaine façon, son comportement qui représenterait un trouble à l'ordre et à la sécurité publique. Et donc il peut être assigné à résidence 12 heures par jour dans son domicile. Il peut être limité dans une zone particulière, par exemple sa commune, il n'a pas le droit de quitter la commune sans autorisation du préfet. Et il y a une obligation de pointage
qui normalement est de 3 fois par jour, qui est parfois un moins, ça dépend des décisions préfectorales, mais la plupart du temps, c'est 3 fois par jour. Donc vous imaginez 12 heures par jour à domicile, 3 fois par jour au commissariat et interdiction de quitter sa commune. La particularité des assignations à résidence, c'est qu'elles sont renouvelées à chaque fois qu'on prolonge l'état d'urgence. Donc il y a des gens comme ça qui sont sous perquisition, sous assignation à résidence, aujourd'hui depuis 18 mois. C'est le maximum. Mais bon, il y a un régime particulier pour les assignations de plus de 12 mois. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnes qui sont assignées depuis le début de cet état d'urgence. Sur les assignations à résidence, il y a eu, de la même façon que les perquisitions, un gros mouvement d'assignation. Il y a eu à peu près 600 assignations à résidence au tout début de l'état d'urgence. Et puis au fur et à mesure, soit par des recours devant les juges administratifs, soit par le fait que l'administration elle-même a révisé ses propres assignations, le nombre d'assignations a baissé, puisque dans la période suivante, on était à 93, puis dans la période suivante, on était à 63, et là, dans la dernière période, il resterait, c'est un peu compliqué à savoir, mais une quarantaine d'assignés à résidence. Alors, à certains moments, des gens sortent de l'assignation, mais il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ce régime, notamment un phénomène assez nouveau, c'est une espèce de cercle vicieux de personnes qui sont assignées à résidence, qui ne respectent pas leurs obligations dans le cadre de l'état d'urgence, qui vont en prison, et on considère qu'ils se radicalisent en prison, et donc dès qu'ils ressortent de prison, ils sont à nouveau assignés à résidence. Là, les cas qui restent, la trentaine ou quarantaine de cas qui restent, c'est souvent ça, c'est des personnes qui ont été en prison, et immédiatement, lorsqu'ils sortent de prison, ils sont à nouveau assignés. Donc voilà pour les assignations à résidence. J'y reviendrai parce que c'est vraiment ici où on va trouver le contentieux le plus abondant. C'est là aussi où il y a eu des évolutions assez fondamentales grâce à un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité, de recours devant le juge administratif. D'autres mesures symboliques, peut-être la plus symbolique dans le milieu militant, c'est l'interdiction de séjour. Alors, d'autant plus qu'elle a été particulièrement appliquée ici, à Rennes et à Nantes, dans les deux villes, un peu à Paris, mais c'est surtout ces deux villes qui ont été concernées. L'interdiction de séjour, qui à l'origine c'était l'idée d'interdire un quartier à quelqu'un. Donc, on voulait chasser un militant du FLN d'un quartier pour le canaliser. Aujourd'hui, c'est utilisé comme une interdiction de manifestation, en réalité. Sachant qu'à l'origine, dans la loi de 55, il n'était pas prévu la possibilité d'interdire des manifestations. Donc il y a eu une espèce de détournement, je ne sais pas comment le dire, par les pouvoirs publics de cette disposition pour interdire individuellement. Ce n'est pas interdire une manifestation de manière globale, comme c'est possible par ailleurs, mais interdire à une personne de participer à une manifestation. Donc comme je l'ai dit, il y a, je crois, une trentaine d'interdictions de séjour qui ont été prises sur Nantes. C'est pas la mesure la plus utilisée. Elle a été beaucoup utilisée au tout début de l'état d'urgence. Il y en a eu 500. Au fur et à mesure, ça a baissé. Aujourd'hui, c'est utilisé de manière épisodique. Souvent, c'est utilisé contre le mouvement social parce que là, très clairement, il n'y a absolument rien à voir avec le terrorisme. Quand on regarde le profil des personnes concernées, c'est des militants. Donc l'interdiction de séjour qui revient en fait à une interdiction de manifestation, et la particularité de ces interdictions, c'est qu'en fait elles s'étendent là aussi pendant toute la durée de l'état d'urgence. Donc on interdit à une personne de participer par exemple à toutes les manifestations contre la loi El Khomri ou contre Notre-Dame-des-Landes pendant toute la période d'état d'urgence, et c'est renouvelé parfois plusieurs fois. Après, il y a pu y avoir des interdictions de séjour ponctuelles, genre le soir de l'élection ou lors d'une manifestation à Paris, il y a pu y avoir ponctuellement des personnes concernées. Il y a aussi les interdictions, ce qu'on appelle les zones de protection ou zones de sécurité. Donc là, c'était la même idée. Dans le cas de l'état d'urgence, on peut instaurer une zone qui fait l'objet d'un régime de protection particulier. Ici aussi, ça a été beaucoup utilisé dans un cadre pour canaliser le mouvement social ou le mouvement militant. La plus symbolique, c'est le bidonville de Calais, le camp de la Lande, qui avait été instauré par le préfet du Pas-de-Calais à plusieurs reprises comme une zone de protection, notamment pour interdire aux no-borders d'accéder à cette zone, ou interdire plus largement aux avocats ou à un certain nombre de militants d'accéder à cette zone de Calais. Ce n'est pas la seule zone, mais c'est la zone la plus symbolique. Il y a même une personne, un journaliste qui s'appelle Gaspard Glens, qui a été interdit d'accéder à cette zone de manière individuelle cette fois-ci. Donc ils ont fait une interdiction de séjour à son encontre qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Un peu plus rapidement, il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Il y a les fermetures provisoires de salles de spectacle, de débits de boissons et de lieux de réunion. Ça a été utilisé un tout petit peu dans le cadre de cet état d'urgence. Dans les états d'urgence précédents, ça a été beaucoup plus utilisé. Ici, ponctuellement, ils ont fermé un kebab, ils ont fermé un restaurant, ils ont fermé un certain nombre de choses. En réalité, ce qui a été plus utilisé, c'est la fermeture de mosquées, mais plutôt sur le fondement d'une autre législation du Code de la sécurité intérieure. Et désormais, on utilise aussi la loi de 55 qui a été modifiée récemment pour permettre la fermeture de mosquées. Dissolution d'association est aussi possible dans le cadre de la loi de 55, mais ça n'a pas du tout été utilisé dans le cadre de cet état d'urgence. Là aussi, on utilise plutôt la législation permanente pour faire une dissolution permanente. J'ai rien demandé, donc on nous écoute, je pense. Remise d'armes. Il y en a eu un petit peu au tout début de l'état d'urgence, mais c'est relativement peu utilisé. Interruption de site internet, c'est pas du tout utilisé. En tout cas, la disposition de la loi de 55 n'est pas utilisée. Ils utilisent aussi le droit commun. Et enfin, la dernière mesure, qui est la dernière à avoir été introduite dans la loi de 55, par la loi du 21 juillet 2016, c'est les contrôles d'identité généralisés sur réquisition du préfet. Donc ça ressemble un peu au contrôle sur réquisition du procureur de la République qui existe actuellement dans l'article 78.2 du Code de procédure pénale. Mais là, c'est le préfet qui, 24 heures par 24 heures, peut prendre un arrêté disant, actuellement sur Paris, on peut fouiller tous les sacs, tous les véhicules, et contrôler l'identité de toute personne dans une zone déterminée. Donc c'est assez redoutable parce que c'est le contrôle au faciès multiplié par 100, quoi. Il y avait un certain nombre de contrôles qui avaient été réalisés dans certains départements de manière très ponctuelle depuis la loi du 21 juillet 2016. Mais sur Paris, depuis l'attentat à Saint-Pétersbourg, vous avez un arrêté tous les jours qui varie dans la zone. Parfois, c'est les zones touristiques, parfois, c'est tout Paris, parfois, c'est les transports. Donc, ça varie un peu. Mais en gros, de 5h du matin à 1h du matin, il est possible aux policiers de demander à n'importe quelle personne sur la voie publique d'ouvrir son sac, de fouiller son véhicule ou de contrôler son identité. Alors pour l'instant, on n'a pas de statistiques. Il y avait eu 2000 contrôles d'identité depuis juillet 2016. On n'a pas de statistiques, mais je pense qu'avec le fait que Paris soit concerné, depuis Saint-Pétersbourg, ça a dû faire exploser le nombre de mesures de contrôle d'identité. Et on sait qu'en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir avec le terrorisme. Ce qui est très impacté par ce type de contrôle d'identité, c'est les étrangers en situation irrégulière, puisque c'est un moyen d'attraper des sans-papiers, peut-être la petite délinquance aussi, le trafic de drogue, etc. Mais c'est vraiment essentiellement des sans-papiers qui sont attrapés à l'occasion de ces contrôles généralisés, puisque de facto, ça revient à des contrôles au faciès. Voilà l'ensemble des mesures qui peuvent être prises dans le cadre de la loi de 55, modifiée par toutes les lois, puisqu'il y a eu pas mal de modifications de la loi de 55. J'en ai pas encore parlé, mais je vous rappelle que l'état d'urgence a été proclamé en Algérie. Il a eu lieu à plusieurs reprises pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu plusieurs états d'urgence pendant la guerre d'Algérie. Et notamment De Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a modifié la loi de 55, par voie d'ordonnance d'ailleurs, et a prolongé à plusieurs reprises l'état d'urgence en Algérie. Et il y a eu d'autres modifications par la suite. Il faut savoir aussi qu'il y a une loi en 1985 sur la Nouvelle-Calédonie, puisque l'état d'urgence a été appliqué en Nouvelle-Calédonie. Et l'état d'urgence a été appliqué aussi en 2005 au moment des émeutes dans les banlieues. Donc fin 2005, octobre à janvier 2006. Octobre 2005 à janvier 2006. Et il a fait l'objet d'un certain nombre de contentieux déjà à l'époque. Il y avait déjà une saisine du Conseil constitutionnel, quelques recours devant le Conseil d'État, notamment en 2005 où le Conseil d'État, dans un recours dans lequel je participais déjà d'ailleurs, avait déjà reconnu la possibilité de contester la proclamation de l'état d'urgence, le maintien de l'état d'urgence et aussi les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Donc l'épisode 2005 est vraiment important pour les juristes parce que la base du contentieux que je vais décrire aujourd'hui s'est forgée à ce moment-là. C'est-à-dire on a ouvert les instruments de contestation à ce moment-là. C'était pas évident parce que jusque-là, le Conseil d'État, lorsqu'il était dans des états d'exception, notamment l'article 16 de la Constitution, les pleins pouvoirs du président de la République, avait toujours dit que les mesures adoptées dans le cadre de ces états d'exception n'étaient pas contestables. Notamment, il y a une théorie jurisprudentielle qui s'appelle la théorie des actes de gouvernement, qui veut que ce soit des actes de type politique, pour résumer, qui ne sont pas contestables devant le juge administratif.
Et l'avancée en 2005, c'est d'avoir reconnu que tout ce qui se passe dans le cadre de l'état d'urgence, que ce soit la proclamation de l'état d'urgence, son maintien dans le temps ou les mesures adoptées dans le cadre de l'état d'urgence, peuvent bien faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Et ça, c'est l'autre élément important, et c'est peut-être l'élément le plus préjudiciable du point de vue de la protection des libertés. L'ensemble des mesures prises dans les cas d'urgence, la totalité, sauf les sanctions pénales, puisque vous savez peut-être qu'en cas de non-respect d'une mesure de l'état d'urgence, l'article 13 de la loi de 55 permet de sanctionner la personne, de le poursuivre, de le déférer au tribunal correctionnel et éventuellement de le condamner. Donc en dehors de l'article 13 qui est du droit pénal, qui relève de la législation pénale, l'ensemble des autres mesures que je viens de décrire sont des mesures de police administrative, donc qui relèvent du préfet ou du ministre de l'Intérieur, qui sont fondées sur l'ordre public et qui relèvent du contrôle du juge administratif. Même si ces mesures, en réalité, portent atteinte aux libertés. On a vu l'assignation à résidence tout à l'heure. On peut penser qu'être enfermé 12 heures par jour à son domicile, c'est une privation de liberté individuelle. C'est une restriction, en tout cas, de la liberté individuelle assez importante. Donc on aurait pu penser qu'une mesure aussi attentatoire à la liberté soit confiée au juge judiciaire. Ça serait la norme dans la totalité des pays à habeas corpus. On n'envisage pas de faire ce type de restriction de la liberté aussi importante et aussi durable sans passer devant un juge protecteur de la liberté, le juge judiciaire. Eh bien, en France, on considère que quel que soit l'impact sur les libertés, le juge judiciaire n'a pas à intervenir, c'est le juge administratif qui est compétent. Et là, ça change tout en termes de protection, parce que bien évidemment, le juge administratif déjà intervient après, pas avant, donc ça change tout. Entre une autorisation par un juge pour assigner à résidence et une validation a posteriori par le juge administratif, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on voit ici cet équilibre-là qui est très très important et qui s'est joué en 2005 et qui s'est rejoué à partir de 2015. Et on voit que finalement, le Conseil d'État a gagné ici, le Conseil constitutionnel a confirmé à plusieurs reprises. C'est bien le juge administratif qui est compétent sur l'ensemble des mesures de l'état d'urgence. Donc, y compris les assignations à résidence, y compris aussi les perquisitions. Et là aussi, une perquisition, on peut penser que c'est une intrusion dans la vie privée, c'est une violation du domicile, ça peut bouleverser la vie des personnes concernées. Là aussi, on pourra envisager normalement une intervention du juge judiciaire pour autoriser les perquisitions, c'est ce qui se passe normalement dans le cadre des perquisitions en droit pénal. Mais là aussi bien le Conseil constitutionnel que le Conseil d'État ont jugé dès le début de l'état d'urgence que les perquisitions administratives sont des mesures de police administrative et quel que soit l'impact sur la vie privée des individus, ça relève bien du juge administratif. Et donc qui contrôle après coup. Et donc qui en réalité, le contrôle ne sert à rien parce que vous imaginez bien, si on a débarqué en pleine nuit chez vous, qu'on a défoncé votre porte et qu'on a ravagé votre domicile pour rien trouver, évidemment ça aura un effet durable sur votre voisinage, sur votre vie. Mais par ailleurs, vous pourrez très bien saisir le juge administratif et faire annuler la perquisition, mais ça ne servira à rien l'annulation de la perquisition. Alors, toujours sur l'état d'urgence, à préciser qu'il y a eu pas mal de questions prioritaires de constitutionnalité. Les états d'urgence précédents n'ont jamais fait l'objet de contrôle de constitutionnalité, parce qu'à l'époque, il n'existait pas de questions prioritaires de constitutionnalité. La QPC a été inventée en 2010. Il y avait bien une saisine du Conseil constitutionnel en 1985, mais qui en réalité n'avait pas contrôlé la loi de 55 pour des raisons techniques. Et donc, l'avantage de cet état d'urgence, c'est qu'il s'est déroulé dans le cadre de la QPC et qu'il y a eu beaucoup de QPC. En réalité, il y a 9, il y en a une 10e en cours QPC. Toutes les QPC sont nées du même groupe de personnes, c'est-à-dire des gens membres de la Ligue des droits de l'homme. D'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme a toujours été intervenant volontaire. Donc, c'est essentiellement Patrice Spinozzi, Nicolas Hervéeux, Bruno Vinet, mais aussi Ainhoa Pasquale et Raphaël Kempf. Je sais qu'elle doit être quelque part, je ne sais pas où, Ainhoa Pasquale. Donc l'ensemble de ces personnes ont fait un certain nombre de QPC et obtenu un encadrement. Alors il n'y avait aucune censure frontale, à part une procédure très particulière qui est la procédure d'autorisation par le Conseil d'État des assignations à longue durée. Mais le Conseil constitutionnel a tout de même encadré, posé un certain nombre de bornes. Alors peut-être pas entièrement satisfaisantes, mais en tout cas, il a limité l'étendue de l'état d'urgence, il a permis d'effectuer des contrôles sur les mesures d'état d'urgence. Je pense notamment sur ce qu'on appelle les perquisitions électroniques.
Donc vous savez peut-être que dans le cadre des perquisitions administratives, l'objectif principal des policiers, c'est de saisir les portables, les ordinateurs portables, les téléphones portables, etc., et pour pouvoir les exploiter les données. Et là, il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui a dit, lorsque la police saisit un portable, elle a besoin d'une autorisation d'un juge pour exploiter les données qui sont sur le téléphone. Et donc depuis une décision du Conseil constitutionnel en ce sens, il y a une procédure désormais d'autorisation par le juge administratif de l'exploitation des données qui sont saisies pendant les perquisitions. Donc voilà. Donc Conseil constitutionnel qui est venu un peu encadrer l'état d'urgence, pas totalement, mais qui est venu apporter un certain nombre de bornes et qui va continuer à le faire puisqu'il y a 2 QPC en cours. Il y a une QPC qui vient de Nantes et de Rennes d'ailleurs, par Raphaël Kempf et Aïnoa Pasquale, sur justement les interdictions de séjour. J'en ai parlé à l'instant. Je vous disais que les interdictions de séjour sont utilisées comme des interdictions de manifestation, mais la loi 55 ne précise pas du tout le cadre, ne dit pas du tout, en fait, c'est très vague, pour quel motif et dans quel cadre on peut interdire de séjour. Et donc, sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de cet article 5 de la loi de 55 et pourrait donc venir éventuellement censurer ou en tout cas encadrer l'application de cette disposition. Et il y a une autre QPC qui a été déposée il y a peu de temps sur les contrôles d'identité dont je parlais à l'instant, puisque je vous ai dit que c'était une nouveauté sur Paris et donc on a saisi l'occasion de ces arrêtés préfectoraux parisiens qui sont quotidiens pour saisir le tribunal administratif de ces arrêtés et donc faire une nouvelle QPC pour essayer d'encadrer ces contrôles d'identité, parce que comme je l'ai expliqué à l'instant, les contrôles d'identité, il n'y a aucun motif. C'est-à-dire les policiers peuvent contrôler n'importe quelle personne, quel que soit son comportement, etc. Et donc ça, c'est pas satisfaisant. Voilà pour ce cadre juridique assez complexe de l'état d'urgence. Vous avez compris que c'est des strates, hein, parce qu'on est parti de la loi de 55, et la loi de 55, elle est modifiée sans arrêt. Pratiquement chaque loi de prorogation de l'état d'urgence, vous savez qu'il y en a eu une en novembre, il y a une autre loi de prolongation en juillet, après en décembre, et là il y en aura une en juillet 2017. Chaque loi de prolongation est venue modifier la loi de 55, voire ajouter des nouvelles dispositions, parce que ces lois de prolongation ont été aussi des lois de lutte contre le terrorisme. Donc il y a une espèce de stratification du droit qui fait qu'aujourd'hui la loi de 55 est assez complexe, très très développée, et surtout elle vient parfois en concurrence avec d'autres dispositions. Je parlais des dissolutions de mosquées, des dissolutions d'associations par exemple. Là, il y a des dispositions concurrentes dans le droit commun et dans le droit de l'état d'urgence. Pareil pour les contrôles d'identité. En fait, on a pris un dispositif qui existait déjà dans le Code de procédure pénale sur décision du procureur, et on l'a appliqué dans la loi de 55 sur décision du préfet. Alors, j'en viens plus précisément au travail du CREDOF. Le CREDOF, c'est mon laboratoire, qui est le Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux, donc de Nanterre, comme ça a été dit. Et actuellement, on réalise, sous la direction de Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est la directrice du CREDOF, une étude pour le défenseur des droits, qui est le commanditaire de l'étude, sur le contentieux de l'état d'urgence. Et donc, on a eu la chance de pouvoir accéder à la base de jurisprudence. Donc, à chaque fois qu'il y a des recours contentieux devant le juge administratif, c'est-à-dire devant les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel ou le Conseil d'État, ces décisions sont mises sur une base accessible uniquement aux magistrats administratifs. Et on a pu avoir accès à cette base de jurisprudence. Et ça représente, pour la période du 13 novembre 2015 au 1er janvier 2017, parce qu'on a pris cette période-là de référence, ça représente 716 décisions. Donc on a collecté sur cette base 700 décisions. Ces 700 décisions représentent 528 requérants. Alors pourquoi il y a moins de requérants que de décisions? Puisque un requérant peut faire plusieurs recours. Donc d'une part, il peut contester par différents moyens la même mesure. Par exemple, il est assigné à résidence, il peut faire un référé liberté, un référé suspension, une requête au fond. Donc la même mesure va faire l'objet de 3 recours de la même personne, et c'est fréquent. Et puis d'autre part, la même personne peut faire l'objet de plusieurs mesures. Donc je vous ai expliqué l'assignation à résidence. À chaque fin de loi, vous avez une nouvelle assignation. Et donc il est très fréquent que les personnes assignées ont contesté différentes assignations à résidence. Donc quand on voit cette base, il est fréquent de voir pour une même personne 5, 6, 7, 8 recours devant le juge administratif.
Donc on a vu des cas comme ça de plurirequérants, qui ne sont pas des plurirequérants volontaires, d'ailleurs c'est des plurirequérants forcés. Vous imaginez, si vous êtes assigné à résidence depuis plus de 12 mois, vous avez de bonnes raisons d'aller voir le juge administratif pour dire veuillez faire cesser ce régime, quoi. Et puis assez souvent, en fait, la personne assignée est aussi perquisitionnée, parfois elle est même interdite de séjour, et donc l'addition des mesures fait qu'il peut faire plusieurs recours. Alors, donc on a 528 requérants. Alors, requérants, c'est essentiellement des hommes, des femmes, parfois des associations, alors soit des mosquées, des restaurants, j'en parlais, des groupes de supporters, parce qu'il y a un contentieux assez important des groupes de supporters. Une des mesures de l'état d'urgence, c'est interdire le déplacement des supporters. Et parfois, ça peut être aussi des syndicats ou des associations comme la Ligue des droits de l'homme, c'est plus épisodique. Et donc, on a compté sur l'ensemble de ces requérants qu'il y a 424 hommes, 60 femmes et 7 couples. Parce que parfois, l'assignation en résidence ou la perquisition concerne un couple. Et donc, ils apparaissent comme couple. Vous voyez, 60 femmes seulement sur l'ensemble des requérants. Donc ça, c'est déjà révélateur. C'est un contentieux le contentieux révèle les mesures de l'état d'urgence qui est genré, on pourrait dire, c'est-à-dire qui concerne essentiellement des hommes. Alors, on n'a pas l'âge, mais en fait, c'est souvent des jeunes hommes. On pourrait en reparler. Alors, sur les femmes, le phénomène extrêmement marquant, c'est que les femmes qui sont concernées par des mesures de l'état d'urgence sont souvent des épouses. C'est la femme d'un radicalisé, c'est la femme d'un militant, y compris dans le milieu militant. Ça, c'est paradoxal. Quand on regarde les filles, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu militant, il y en a 3. Mais quand on les regarde, c'est souvent les conjointes d'eux ou mères d'un enfant d'eux. Et elles sont assignées parce qu'elles sont à proximité de quelqu'un. Souvent, c'est assez marquant, on ne leur reproche rien à titre individuel. On ne dit pas qu'elles ont tenté de faire telle ou telle chose. On dit simplement, vous êtes épouse de machin qui est connu comme leader du groupe blabla ou qui a été... Bon. Et c'est souvent ça qui justifie la perquisition, l'assignation à résidence de ces personnes. Il y a quelques femmes qui sont vraiment assignées pour leurs propres actions, mais c'est rarissime. Et les couples, c'est souvent le couple parce qu'ils font un certain nombre de choses ensemble, notamment dans le cadre des perquisitions, mais là aussi, souvent, on s'aperçoit que c'est essentiellement l'homme qui est recherché. Je continue sur les mesures. Sur l'ensemble des décisions que j'ai citées, les premières mesures contestées devant le juge administratif, ce sont les assignations à résidence. 352 assignations à résidence ont été contestées devant le juge administratif. 76 perquisitions. Il y a eu 70 procédures d'autorisation de perquisition électronique. J'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une perquisition, s'ils prennent un portable, ils veulent exploiter les données, il faut une autorisation du juge. Donc 76 décisions. Il y a eu 20 fermetures d'établissements, 52 interdictions de manifestations, interdictions de séjour, essentiellement à Nantes, Rennes et Paris. Il y a 3 villes concernées. 45 autres mesures, par exemple zones de protection, etc. Et puis après, on a 65 mesures diverses et variées. Ici, il y a les groupes de supporters, par exemple. Mais l'administration est très imaginative, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il y a un effet contaminant de l'état d'urgence. Alors, le plus drôle, c'est la mesure la plus drôle qu'on ait vue, c'est un maire d'une commune a interdit le survol par drone d'un hôtel Thalasso occupé par l'équipe d'Espagne de football. Voilà. Et c'est justifié par l'état d'urgence. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence. C'est dans le contexte de l'euro qui s'est déroulé en France. Mais l'interdiction de vol par un drone, de survol par un drone, en fait, c'était pour éviter les paparazzis. Hein. C'était pour éviter... ça a été justifié par l'état d'urgence. On a plein de mesures comme ça, parfois anecdotiques, où des préfets, des maires, disent, voilà, l'état d'urgence permet de prendre telle ou telle mesure. Il y a une chose assez marquante, par exemple, c'est les interdictions professionnelles. Il y a beaucoup d'interdictions professionnelles, donc retrait de cartes professionnelles pour des personnes qui travaillent sur des plateformes aéroportuaires, par exemple, ou qui sont, comment on appelle ça, vigiles dans certains endroits. Et s'ils ont un lien avec un groupe de radicalisés, s'ils ont des signes de radicalisation, on peut retirer leur carte professionnelle. Et il y a un contentieux aussi là-dessus. Sur les types de recours, de manière un peu technique, ce qui est le plus utilisé, c'est le référé liberté. 300 référés liberté, donc c'est la mesure la plus efficace, la plus simple. Ensuite, il y a beaucoup de référés suspension et de requêtes au fond. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, ce n'est pas le plus intéressant. En revanche, le plus intéressant, c'est l'issue. Et là, c'est très marquant.
c'est combien de mesures défavorables. Il y a 416 rejets, donc l'essentiel des recours sont rejetés par le juge administratif. 58 non-lieux à statuer. Bon, je ne vais pas expliquer, c'est un peu technique, mais souvent la mesure est abrogée avant que le juge se prononce. Et en termes d'annulation, il y a seulement 83 annulations totales. Donc là, il faut vraiment confronter les 83 annulations aux 416 rejets. Et il y a une cinquantaine d'annulations ou de suspensions partielles. Annulation, suspension partielle, où la personne obtient partiellement satisfaction. Typiquement, c'est par exemple une assignation à résidence qui oblige la personne à aller 3 fois par jour au commissariat. Et le juge administratif dit non, c'est trop compliqué d'un point de vue professionnel. Il ne peut pas être 3 fois. Et donc, on ramène l'assignation à résidence à 2 fois par jour. Donc, et là, c'est une suspension. Donc, vous voyez, il n'obtient pas, en fait, la levée de l'assignation à résidence. Juge qu'on passe de 3 à 2. Et ça, c'est considéré comme une mesure favorable. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire. Et il y a aussi 72 autorisations d'exploitation. Donc, je vous ai dit qu'on peut autoriser l'exploitation des données. Et là, c'est quasiment automatique. C'est-à-dire, le juge et les saisies, c'est rarissime. On n'a trouvé que quelques cas de refus d'autorisation de données. Tout le reste du temps, le juge administratif autorise l'administration à exploiter les données. Autant vous dire que le taux d'annulation est très faible, d'annulation ou de suspension, c'est 15 à 20% du contentieux de l'état d'urgence qui a abouti à une mesure favorable au requérant. C'est un taux assez habituel. En droit des étrangers, on est aussi dans des taux d'à peu près 15 à 20% de décisions favorables au requérant. Donc vous voyez, le juge administratif n'est pas... Ça lui arrive d'annuler ou de suspendre, hein, je ne dis pas qu'il ne fait rien du tout, hein, mais on n'a pas un juge administratif extrêmement protecteur. Ici, j'attire votre attention sur le fait que dans le discours officiel, notamment le discours du vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, il fait des discours disant « on a donné satisfaction au requérant 1 fois sur 2 ». Et donc, il y a des discours que Jean-Marc Sauvé a en ce sens. C'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Il utilise des données qui sont biaisées pour faire cette affirmation, où il utilise les non-lieux à statuer qui ne sont pas nécessairement favorables au requérant pour dire que c'était favorable. C'est important parce que vous savez peut-être qu'il y a une controverse entre le juge administratif, Jean-Marc Sauvé, et le premier président de la Cour de cassation, M. Louvel, sur quel est le juge le plus protecteur. Et le Conseil d'État s'est dit « je suis le juge le plus protecteur en utilisant ces données ». Or, les données utilisées n'étaient pas réelles. Il disait on a jusqu'à 50% de mesures favorables, alors qu'en fait, le taux de mesures favorables au requérant, c'est 15 à 20%. Et vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'efficacité. Alors, dernière chose sur ces données, c'est les profils. On a essayé de profiler les personnes qui font des recours devant le juge administratif, les 500 et quelques requérants. Et là, c'est assez marquant. Ce qui ressort très clairement, c'est l'islam radical. Alors attention, on profile par rapport à ce que dit l'administration. Ce n'est pas forcément la réalité. Bon, l'administration pose une étiquette et dit « je vous assigne, je vous perquisitionne parce que vous êtes islam radical ». Évidemment, la plupart des personnes disent « mais ce n'est pas vrai ». Bon, nous, on n'en sait rien. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on assigne quelqu'un, on perquisitionne quelqu'un. Ce n'est pas si c'est la réalité sociale. Donc l'islam radical, c'est 400 des requérants. Donc, vous voyez, c'est le principal motif. Les convertis, et c'est une catégorie qui apparaît dans le discours de l'administration. C'est-à-dire, on dit, vous êtes converti et votre conversion est significative. C'est 50 personnes, donc c'est souvent une part représentative. Les Tchétchènes, c'est 20 personnes. Donc, c'est souvent des groupes de Tchétchènes, de combattants tchétchènes qui sont identifiés. Et les militants associatifs, souvent militants de gauche, il y a un militant d'extrême droite qui est concerné aussi, mais tout le reste, c'est des militants de gauche ou anarcho-autonomes. C'est 66 personnes. Donc pour vous montrer le profil, donc ça concerne essentiellement l'islam, bon, ça c'est pas très étonnant dans le cadre de l'état d'urgence, mais vous voyez, il y a aussi 66 militants impactés par les mesures de l'état d'urgence et qui ont fait des recours devant le juge administratif. Après, on a 33 personnes qui sont dans les autres catégories. Je vous ai dit, il y a aussi des requérants qui sont un gérant de tabac, de bar, enfin de tout ce que vous voulez. Donc on a des personnes qui ne rentrent pas dans ces nomenclatures administratives. Donc voilà, on voit très bien l'effet assez stigmatisant de l'état d'urgence qui est dirigé sur une population essentielle, c'est l'islam, et qui a aussi des effets induits sur d'autres populations, notamment le milieu militant, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, autonome ou radical, enfin, selon les appellations. Dernière chose à noter, on a noté systématiquement l'utilisation des notes blanches
J'en reparlerai des notes blanches parce que vous savez, ce sont des notes des services de renseignement de la DGSI qui sont appelées blancs parce qu'il n'y a pas de nom de l'auteur, elles ne sont pas signées et il n'y a pas d'identification de la source. Donc c'est un procédé policier assez ancien hein, pour couvrir les policiers qui sont dans les réseaux islamistes notamment, ou dans les mosquées ou ailleurs. Et ces blancs sont vraiment ce qui est utilisé pour justifier l'assignation à résidence ou la perquisition, l'interdiction de séjour. Et on les a comptés parce que le juge administratif, on va lui communiquer le blanc, et c'est le blanc qui souvent est la preuve de l'administration. La moitié du contentieux, on en a compté 400, à peu près 400, dans lequel le blanc apparaît expressément. Alors, en réalité, dans beaucoup d'affaires, on sent qu'il est là, mais ce n'est pas mentionné par le juge. Donc, plus de la moitié du contentieux, c'est l'élément central de la décision. C'est-à-dire, on discute le blanc. Et donc, vous voyez bien le problème, c'est qu'on discute de quelque chose dont la production est problématique. D'accord ? Bon, le juge administratif l'a reconnu depuis assez longtemps, dans le contentieux de l'expulsion des étrangers. Il est possible d'utiliser ces blancs. Le juge administratif doit retenir les éléments factuels qu'il doit soumettre au contradictoire. Il ne doit pas retenir les interprétations données dans le blanc. Mais les éléments factuels du blanc sont parfaitement utilisables. Et en pratique, c'est ce qui fonde l'essentiel des mesures de l'état d'urgence. Voilà sur quoi on a travaillé. Alors, pour vous dire, on a essayé d'évaluer le nombre total de mesures d'état d'urgence. Donc, si on ajoute l'ensemble des perquisitions, l'ensemble des assignations à résidence, des interdictions de séjour, etc., on est à peu près à 8000 mesures qui sont adoptées dans le cadre de l'état d'urgence. Je ne sais pas exactement le nombre de personnes concernées, parce que dans les statistiques officielles, ils parlent de mesures, ils ne prennent jamais le nombre de personnes. Mais vous voyez, tout à l'heure, je disais les recours, il y a un grand écart entre les mesures et les personnes. Sur les 8000 mesures, vous voyez qu'il y a eu à peu près 750 recours devant le juge administratif. Donc déjà, ici, c'est significatif d'une chose, c'est qu'en réalité, la plupart des gens ne contestent pas les mesures de l'état d'urgence. 8000 mesures, 700 recours. Ça fait un taux de recours de 10%. D'accord ? Ce qui veut dire que 90% des personnes font l'objet de mesures sans les critiquer devant le juge administratif. Donc ça, c'est déjà assez révélateur. C'est-à-dire, on est ici, toutes les mesures ne sont pas discutées devant le juge administratif. Néanmoins, je pense qu'on a un échantillon qui est assez intéressant d'avoir ces 700 décisions, parce qu'on peut identifier ces 500 personnes qui ont fait l'objet de mesures dans le cas d'état d'urgence. Et alors, pour analyser l'ensemble de ces décisions, avec Stéphanie Hennette, on vient d'écrire un article dans lequel on a utilisé l'idée, peut-être un peu, c'est aussi une pirouette, mais on a dit que, en fait, Harry Potter est au Palais Royal. Le Palais Royal, c'est le siège du Conseil d'État. Et en fait, il utilisait une cape, le terrorisme, est utilisé comme une cape d'invisibilité. Et donc, très clairement, donc l'idée est de Stéphanie en plus. Mais l'idée de l'état d'urgence, c'est qu'il y a le terrorisme, c'est ce qui justifie officiellement l'état d'urgence. On sait très bien qu'il n'y a pas d'efficacité de l'état d'urgence sur le terrorisme. Je vous rappelle que sur l'ensemble des 8000 mesures, notamment des perquisitions, on a eu 20 procédures réellement liées au terrorisme. Officiellement, ils vont vous dire qu'il y en a beaucoup plus, ils vont vous parler de statistiques en centaines, mais la plupart des procédures, nous on le voit très bien, c'est très simple. La personne est perquisitionnée, on tombe sur son portable, il y a une vidéo de Daesh, apologie du terrorisme, on le défère au tribunal correctionnel, il est condamné. Bon, est-ce que ça c'est du terrorisme d'avoir la vidéo de Daesh ? Bon, on peut en parler, mais vous voyez bien que c'est l'apologie du terrorisme, c'est de la consultation de sites, c'est pas du tout des personnes qui vont commettre un attentat terroriste. Si on regarde vraiment les vraies procédures terroristes, c'est-à-dire l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, c'est 20 procédures. Et ces 20 procédures-là, alors vous voyez, c'est très inefficace, parce que si on avait les mêmes statistiques au niveau judiciaire, la plupart des perquisitions judiciaires, dans le cadre de perquisitions terroristes, aboutissent à des poursuites. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort. En administratif, le taux d'efficacité est quasiment nul. On a 8000 mesures, il y a 20 procédures réelles en terrorisme. Donc, autrement vous dire, cet état d'urgence ne sert pas à lutter contre le terrorisme. Statistiquement, on peut l'établir. Il sert à d'autres choses, mais il ne sert pas à ça. Alors justement, on a envie de démontrer qu'en réalité, il y a d'autres fonctions de l'état d'urgence. D'autres fonctions de contrôle de population, de contrôle du milieu militant, de diffusion, on l'a dit, de diffusion de la logique d'exception, de banalisation de cette logique d'exception, qui sont finalement déjà dans la loi de 55 à l'origine. C'est-à-dire la loi de 55, c'est un instrument de contre-insurrection contre la révolte algérienne. Et
Et donc là, il y a quelque chose où on utilise l'état d'urgence pour canaliser quelque chose qui se passe dans les milieux radicaux islamistes, pour canaliser aussi des choses qui se passent dans les milieux d'extrême gauche. On peut faire le lien assez facilement avec ce qui s'est passé à Tarnac, ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui se passe encore à Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui s'est passé à Sivens. Donc vous voyez très bien la façon dont on contrôle le milieu militant et les instruments de l'état d'urgence. On va retrouver d'ailleurs les mêmes types de profils, hein, c'est-à-dire dans le milieu militant, évidemment, dans les 66 personnes qui sont concernées par des mesures dans le milieu militant, on va retrouver des profils similaires à Sivens, Tarnac ou Notre-Dame-des-Landes. Alors, résultat de ce qu'on a vu, de manière un peu caricaturale, mais ce qui est assez marquant du point de vue du juge administratif, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le contrôle par le juge administratif. Et de cette façon-là, on essaye d'appréhender les pratiques de l'administration, mais notre biais, c'est le contrôle du juge administratif. Le premier élément marquant, et c'est tout de même à noter, et je crois que Marie Goupy a dit un peu la même chose hier soir, c'est que finalement, l'état d'urgence, on fait rentrer l'état d'urgence et les mesures de l'état d'urgence dans le cadre du contrôle normal du juge administratif. Alors, ça fait partie de la banalisation de l'état d'urgence, c'est-à-dire on n'est pas dans un juge exceptionnel, on n'a pas désigné un juge antiterroriste, on n'a même pas changé le juge administratif, c'est le juge administratif classique qui se prononce sur les mesures de l'état d'urgence. Et donc on va retrouver notre juge administratif habituel, c'est un juge administratif qui se prononce sur les mesures de police administrative depuis très longtemps, ce sont des magistrats administratifs de tribunaux administratifs, de cours administratifs d'appel ou des membres du Conseil d'État. Ce sont d'ailleurs souvent des juges des référés, je l'ai dit, il y a 400 référés, donc l'essentiel c'est le juge des référés, et le référé c'est une mesure qu'on connaît bien depuis son instauration en 2001. Maintenant c'est très médiatisé, les référés liberté, toutes les affaires un peu médiatiques, l'affaire Lambert, l'affaire Dieudonné, enfin toutes les affaires un peu médiatiques partent de référés liberté. Donc on se retrouve devant le juge administratif des référés qui contrôle une mesure de police comme il contrôle habituellement une mesure de police, c'est-à-dire il utilise ce qu'on appelle le contrôle de proportionnalité. Depuis 1933, il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Benjamin, où le juge administratif met en balance l'atteinte à la liberté avec le risque de trouble à l'ordre public. Et donc là, le juge administratif fait ça dans le cadre habituel de la juridiction administrative. Donc ici, il n'y a pas de grands changements. C'est d'ailleurs ça qui est à noter, c'est que l'exceptionnalisation du contentieux se fait dans un cadre habituel de ces magistrats administratifs. Autre aspect intéressant à noter, c'est que le contentieux de l'état d'urgence a consolidé la compétence du juge administratif. On pouvait douter de l'idée que le juge administratif soit compétent sur toutes les mesures de l'état d'urgence. On pouvait penser que le juge judiciaire devait contrôler, par exemple, les assignations en résidence ou les perquisitions. Moi, comme jury, j'estime que la Constitution, quand elle dit que le gardien de la liberté individuelle, c'est le juge judiciaire, ça supposerait que les assignations à résidence ou les perquisitions, qui sont des atteintes à la liberté individuelle, soient confiées au juge judiciaire. Eh bien là, je l'ai dit, à travers des QPC, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État dans sa jurisprudence a dit que toutes les mesures de l'état d'urgence, c'est le juge administratif. Ça a été dit, redit, ça a été inscrit dans la loi. Aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi de 55, par la loi du 21 juillet 2016. Et donc désormais, il n'y a plus de doute, toutes les mesures de l'état d'urgence relève du juge administratif. Je vous rappelle même que lorsqu'il y a eu le projet de loi constitutionnelle, qui s'était appelé le projet de loi de protection de la nation, projet de loi constitutionnelle qui a été annoncé par François Hollande le soir au congrès de Versailles, vous savez, le 16 novembre, peu de temps après les attentats. Ce projet, il est connu sur un aspect qui est la déchéance de nationalité, donc qui finalement a été abandonné, mais il y avait un autre aspect qui était de constitutionnaliser l'état d'urgence. Lorsqu'ils avaient envisagé de constitutionnaliser l'état d'urgence, ce qui est un peu amusant, c'est que dans un premier temps, ils avaient écrit l'ensemble des mesures de police administrative de l'état d'urgence relèvent du juge administratif. Le Conseil d'État a été saisi pour avis, puisque le Conseil d'État est saisi pour avis des projets de loi constitutionnelle. Et là, le Conseil d'État a effacé le juge administratif en disant c'est pas la peine, c'est évident que les mesures de police administrative relèvent du juge administratif. Il n'y a pas besoin de l'écrire. Donc autant vous dire, là-dessus, c'est une chose où c'est devenu un état de fait, c'est le juge administratif qui contrôle ces mesures. C'est regrettable parce que je pense que le juge judiciaire aurait pu se montrer plus protecteur, notamment s'il intervenait a priori. Mais malheureusement, c'est un combat qui a été perdu.
Donc on est dans un juge administratif, souvent le juge des référés liberté, qui contrôle les mesures d'état d'urgence, qui est saisi par le requérant qui est objet de la mesure la plupart du temps, et qui souvent dans les 48 heures rend une décision, et je l'ai dit, la plupart du temps défavorable au requérant, avec un taux de censure de 15 à 20%, parfois de censure partielle. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est de voir en quoi ce contentieux habituel devant le juge administratif a des éléments d'exceptionnalisation. Premier élément d'exceptionnalisation, c'est quand on regarde qui rend les décisions au sein de la justice administrative. On s'aperçoit qu'en fait, on ne confie pas le contentieux de l'état d'urgence à n'importe quel juge administratif. C'est un contentieux des présidents de TA. Ça, c'est très marquant. C'est-à-dire, au sein des tribunaux administratifs, il y a un certain nombre de juges qui peuvent faire du référé. Et là, on se méfie du juge administratif lambda. Ce qui est très, très marquant, c'est que c'est toujours les mêmes juges qui font le contentieux. Sur les tribunaux administratifs, les petits tribunaux administratifs, c'est parfois toujours exactement le même juge qui rend toujours les décisions. Donc c'est très marquant, ça veut dire que c'est le président qui prend les contentieux et qui rend l'ensemble des décisions. C'est rarissime d'avoir ce schéma-là devant le juge administratif. Généralement, il y a plusieurs juges administratifs qui se prononcent. Là, c'est souvent un seul juge. Deuxième élément qui nous a beaucoup marqué, c'est l'anonymisation des noms des magistrats. Alors, ce n'est pas systématique, mais on a été marqué parce qu'on a accès à la base de jurisprudence des magistrats administratifs. C'est une base qui est pas anonymisée normalement, c'est-à-dire il y a le nom des requérants. Mais d'habitude, dans cette base de jurisprudence, il y a le nom du magistrat qui a rendu la décision. C'est normal de donner le nom du magistrat qui a rendu la décision. Et bien là, sur certaines décisions, les magistrats enlèvent leur nom. Et c'est une chose, vous avez peut-être vu, il y a une loi sur la sécurité qui a été adoptée en début d'année, qui prévoit que désormais les policiers qui font des interventions dans le cadre de l'état d'urgence ou du terrorisme, ils peuvent ne pas mettre leur nom sur les procès-verbaux. Donc on a généralisé cette idée d'anonymisation du policier ou du juge qui rend la décision. Donc ça, c'est déjà un phénomène assez marquant. Autre élément qui nous a marqué, c'est l'utilisation des notes blanches. Alors là aussi, les notes blanches étaient des choses qui étaient utilisées depuis longtemps. En fait, il y a un contentieux sur les notes blanches depuis les années 90. Les notes blanches ont beaucoup été utilisées dans le contentieux de l'expulsion des étrangers, des terroristes étrangers ou des imams étrangers. Donc c'est une chose qu'on connaissait depuis assez longtemps en contentieux administratif. Néanmoins, jusque-là, c'était 5-6 décisions par an où il y avait utilisation de blanc. La particularité de l'état d'urgence, c'est que la quasi-totalité des décisions, le blanc apparaît. Et c'est l'élément central du débat. C'est-à-dire l'administration, donc vous comprenez, il y a quelqu'un qui est assigné à résidence, il saisit le juge administratif, il dit « moi je suis assigné à résidence mais je ne représente pas un trouble à l'ordre public ». Et l'administration va venir, hop, je produis le blanc, et c'est ça ma preuve. Et vous avez peut-être vu, il y a eu des comptes rendus d'audience devant le Conseil d'État. Souvent, l'administration, pendant le débat, produit de nouveaux blancs. C'est-à-dire, là, très récemment, il y a eu des audiences sur les personnes qui sont maintenues en assignation depuis plus de 12 mois. Et l'administration va produire des nouveaux blancs, des éléments nouveaux pour dire les personnes sont toujours dangereuses. Alors d'ailleurs, souvent, ce qui est amusant, c'est que les nouveaux éléments portés, c'est souvent... La personne est sortie de prison, par exemple. Donc on l'a mis en prison ou la personne a fait l'objet d'une nouvelle mesure prise par l'administration. Et donc ce blanc, c'est l'élément qui est discuté devant le juge. Et là, on est assez marqué par le fait qu'on est dans une preuve qui est totalement inégalitaire. C'est-à-dire, il est quasiment impossible de démonter un blanc. Il y a quelques avocats qui ont réussi, au prix de parfois 2 à 3 audiences devant le Conseil d'État, en utilisant des méthodes d'avocats pénalistes où ils ont démonté le dossier. Alors, le cas le plus connu, c'est une personne qui était assignée à résidence et qui a été pris avec son téléphone devant les locaux de Charlie Hebdo, d'une personne Charlie Hebdo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire-là, qui a été médiatisée. Et en fait, il appelait sa mère. Donc, bon, et il a fallu que les avocats se démènent pour démonter argument par argument de l'administration pour dire que tout était faux. Donc l'ensemble des éléments accumulés par l'administration, en fait, tombaient les uns après les autres. Mais c'est rarissime, la plupart du temps. L'administration va dire, vous êtes radicalisé, on a constaté que vous avez changé d'attitude à l'égard des femmes, vous avez été en voyage vers la Turquie, on a constaté que vous avez un compte Facebook dans lequel vous avez le drapeau de Daesh, je ne sais pas quoi. Donc on a 5-6 éléments comme ça. Et si la personne ne réussit pas à démonter point par point, et généralement il ne réussit pas, eh bien, le juge administratif confirme la mesure.
Et vous voyez, c'est inégalitaire. Souvent, la formule, c'est le requérant n'apporte pas d'éléments déterminants, d'éléments pertinents permettant de remettre en cause les affirmations de l'administration dans le cadre du blanc. Et vous voyez bien, le problème, c'est que le blanc, il peut y avoir tout et n'importe quoi dedans. C'est-à-dire, la production est problématique, et donc il peut y avoir un ensemble d'informations qui sont collectées à droite, à gauche, par la DGSI, par l'administration pénitentiaire. Ce qui est très marquant, c'est qu'il y a beaucoup d'informations de l'administration pénitentiaire, parfois par des signalements, c'est-à-dire des dénonciations, parfois des dénonciations de l'employeur, par exemple, ou de proches de la personne, où on va avoir comme ça un ensemble d'informations accumulées sur une personne qui aboutit à fonder la mesure. Or, ce n'est pas forcément toujours justifié. Il y a un cas qui a été médiatisé qui se passe dans le nord de la France, à Vennes-sur-Helpe, qui est une petite ville du nord de la France, près de Maubeuge. Et c'est le gérant d'un cinéma. Donc le gérant de ce cinéma, c'est un Italien qui s'est converti à l'islam. Et donc c'est une minuscule ville à Vennes-sur-Helpe avec une petite gendarmerie. Et ce gérant de cinéma fréquente une mosquée. Évidemment, comme il s'est fait pousser la barbe, etc., il n'est pas très apprécié du voisinage, on va dire, et des policiers. Et dès le début de l'état d'urgence, ils font une perquisition dans le cinéma, même pas chez lui, en fait, dans le cinéma. Donc vous imaginez, quand vous êtes dans une petite ville de 6000 habitants, que vous êtes stigmatisé de cette façon-là, que la police débarque en pleine nuit, ou la gendarmerie débarque en pleine nuit chez vous, la perquisition, il n'en ressort rien, mais vous imaginez l'effet sur la clientèle et le voisinage. Il fait un recours devant le tribunal administratif. 1 an après, le juge administratif censure la décision, en estimant que la perquisition n'était pas justifiée. Il n'y avait pas d'éléments suffisants en son encontre pour... pourquoi il a été perquisitionné? Uniquement parce qu'il était converti. Et donc, vous voyez bien, les policiers ont monté un scénario à son encontre pour essayer de dire qu'il était dangereux, radicalisé, etc., alors qu'il était juste converti. Et c'est sa conversion qui avait provoqué la perquisition et qui a provoqué des effets délétères dans le cadre de sa vie privée. Alors voilà, le blanc, on pourra en rediscuter, mais c'est vraiment le phénomène le plus marquant de ce contentieux et l'absence de possibilité vraiment de contredire ce qui figure dans le blanc. Après, autre chose qui fait évoluer fortement ce contentieux administratif, c'est que les lois sur l'état d'urgence ont eu tendance à donner un rôle nouveau au juge administratif. Alors, ce qui est le plus marquant, c'est, j'en parlais tout à l'heure, les perquisitions électroniques. Donc, vous voyez cette possibilité pour l'administration qui fait une perquisition de demander l'autorisation au juge administratif d'exploiter les données. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire le juge administratif, d'habitude, intervient après. L'administration adopte ses décisions, le juge administratif contrôle. Ensuite, sur saisine de requérant. Eh bien, désormais, quand l'administration veut être autorisée à exploiter les données, c'est l'administration qui saisit le juge et qui obtient l'autorisation du juge d'exploiter les données. Et ça fait que le juge administratif prend la décision, en fait. La décision de l'administration à la place de l'administration. Et donc, ça pollue, je ne sais pas comment dire, ça change le rôle du juge administratif. Alors, c'est d'autant plus marquant qu'il a été prévu par une autre loi, la loi de décembre 2016, que désormais, pour les assignations à résidence de plus de 12 mois, c'était le Conseil d'État, le juge des référés du Conseil d'État, qui devait autoriser les assignations à résidence. Donc cette fois-ci, le juge administratif autorisait l'assignation. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité sur ce cas-là, sur le premier cas, la première affaire dans laquelle il y a une assignation longue durée, et le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en estimant que le Conseil d'État devenait juge et partie, c'est-à-dire à la fois il décidait de la mesure de l'état d'urgence et ensuite il la contrôlait. Et là, c'est plus possible. Et donc finalement, cette procédure a sauté au Conseil constitutionnel, mais attention, les personnes sont toujours assignées, c'est-à-dire la quarantaine de personnes depuis plus de 12 mois, ils peuvent continuer à être assignés dès lors que l'administration présente des éléments nouveaux. Voilà, je pourrais continuer assez longuement, mais vous voyez, on voit bien à travers le prisme du contrôle du juge administratif, en quoi l'état d'urgence a un effet de diffusion, très clairement. C'est-à-dire, certes, on se maintient dans le cadre habituel de l'état de droit, avec
le contrôle habituel de l'administration par un juge administratif. Le juge administratif a les mêmes garanties d'indépendance que d'habitude, donc il n'y a aucun problème. Donc toutes les garanties formelles de l'état de droit sont respectées. Le Conseil constitutionnel est saisi sans aucune difficulté. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont jugées. Parfois il y a des censures, parfois pas. Pareil, le juge administratif. Donc si on regarde de manière purement formelle, on peut avoir l'impression que l'état de droit est parfaitement respecté dans le cadre de cet état d'urgence. Mais vous voyez bien que la logique d'exception, en fait, elle se diffuse dans le fonctionnement des institutions. C'est-à-dire on a la possibilité pour un préfet, sur la base d'une simple information, de décider une perquisition. Et ça, c'est pas normal. Une perquisition, ça devrait être autorisé par un juge. On a la possibilité pour un ministre de l'Intérieur d'assigner à résidence, parfois très longtemps, des personnes, non pas sur ce qu'elles ont fait, mais sur le danger qu'elles représentent. Et là-dessus, je suis vraiment très d'accord avec vous, parce que la particularité de l'état d'urgence, c'est qu'on ne prend pas en compte réellement les agissements des personnes, mais leur profil. La logique de l'état d'urgence, c'est une logique prédictive. C'est vraiment une logique dans laquelle on a une personne qui consulte des sites internet, qui a un compte Facebook, qui utilise Prism ou Telegram, qui est souvent dans dans l'entourage d'une personne, donc soit d'une personne qui a commis un attentat, soit d'un imam ou d'une mosquée. On est très marqué dans l'état d'urgence qu'assez souvent il y a un phénomène de halo, c'est-à-dire il y a les responsables de la mosquée, et puis autour il y a un certain nombre de personnes qui sont assignées à résidence ou perquisitionnées. Et donc parce que vous êtes en contact avec telle ou telle personne, que vous avez croisé en prison, ou que vous avez croisé parce que vous fréquentiez une mosquée, ou parce que vous êtes épouse d'eux, c'est très, très marquant, eh bien on va dire que l'ensemble de ces indices justifient d'être assigné à résidence ou perquisitionné ou interdit de séjour. Alors ce qui est marquant par exemple sur le groupe des personnes qui ont été interdites de séjour sur Nantes ou sur Rennes, c'est que c'était souvent le même groupe de personnes. Alors en fait c'est souvent des dossiers qui sont vides, mais c'est juste ces personnes étaient présentes à Milan en octobre 2015, donc c'est l'élément central. À Milan, les policiers italiens ont fait une perquisition dans un squat, donc en fait il suffisait d'être présent dans le squat. Et parfois, elles ont été photographiées dans une manifestation dans laquelle il y a eu des violences. Mais on ne dit pas que les personnes elles-mêmes ont pratiqué des violences. Hein. C'est juste, elles étaient présentes dans le squat où on a prélevé du matériel, voilà, et c'est tout. Et donc la seule présence de ce groupe de personnes dans ce squat à Milan et participation à des manifestations ensuite à Rennes ou à Nantes, et le fait qu'elles envisageaient d'aller sur Paris dans le cadre de la COP21, et souvent elles étaient dans le squat du Pré Saint-Gervais, il y a 2 squats en fait dans la région parisienne, suffit à justifier la mesure d'état d'urgence. Et si vous regardez les dossiers, la plupart du temps, ces personnes-là, il n'y a rien. C'est-à-dire il n'y a aucun élément matériel qui permet de dire qu'elles représentaient réellement un danger. Simplement, elles sont dans ce groupe. Si vous appartenez à ce groupe-là, vous êtes assigné à résidence ou perquisitionné ou interdit de séjour. Pareil sur les manifestations, ce qui est très marquant, les personnes qui sont assignées à interdites de séjour, interdites de manifestation, c'est des personnes qui ont été vues par les services de renseignement en train de faire des dégradations dans les manifestations. Donc souvent, en fait, il y a des photos d'elles, donc photos en train de faire des tags, photos en train de faire des dégradations. Ensuite, parfois, il y a eu des procédures devant le juge tribunal correctionnel, mais rarement des condamnations, simplement ouverture de procédure à leur rencontre. Souvent, il y a des relax ou des non-lieux. Mais comme elles ont été vues par les services de renseignement, il y a un blanc, on devine qu'il y a un blanc, c'est pas toujours dit, mais c'est évident. Et ce blanc justifie qu'elle soit interdite de manifester. Et donc, vous voyez, c'est la même chose. Et souvent, c'est des groupes, en fait. On dit, cette personne est en contact avec machin, qui lui-même est en contact avec machin, qui connaît... Bon. Et donc, vous voyez cette logique, en fait, qui est de désigner une espèce d'ennemi d'identification. Vous parliez tout à l'heure, justement, de ça, le droit pénal de l'ennemi, la dangerosité. Droit pénal de la dangerosité. Donc, on est en train de dessiner un profil de personne où on estime qu'il représente un danger, même si ce danger n'est pas réel, il n'est pas avéré, où les personnes ne sont pas condamnées par la justice criminelle pour ces raisons-là, mais on estime que leur profil fait qu'ils pourraient représenter un danger et que donc il y a lieu de les neutraliser, puisque finalement l'état d'urgence, vous avez compris, on neutralise la personne en le perquisitionnant, à l'assignant en résidence ou en l'interdisant de manifester. L'autre élément assez marquant, toujours dans ce qui ressort de ça, c'est ce qu'un rapporteur public devant le Conseil d'État appelait la logique opérationnelle. En fait, au moment de l'affaire de Montjoux devant le Conseil d'État, l'affaire de la COP21,
le Conseil d'État reconnaît que les personnes qui sont assignées à résidence, ce groupe de personnes assignées à résidence, ne sont pas dangereux en soi. C'est-à-dire il reconnaît que, bon, certes, ils étaient à l'Expo universelle, où ils ont participé à des manifestations, etc. Mais dans l'absolu, ce n'est pas des personnes dangereuses. Simplement, dans le cadre d'un état d'urgence, les forces de police sont occupées à autre chose. Les forces de police sont occupées à contrôler les frontières, les forces de police sont occupées à éviter un attentat terroriste. Elles sont surtout occupées à surveiller la COP21, le Bourget notamment. Et donc, comme les forces de police ne sont pas disponibles, on a une logique opérationnelle qui veut qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ces fauteurs de troubles. Et donc, on les assigne à résidence, on les neutralise. Et ça, c'est une logique qui est extrêmement dangereuse pour les libertés. Parce que si on applique cette logique à toute personne qui peut fauter le trouble, bah, vous prenez des militants des droits de l'homme, vous prenez toute personne qui veulent faire des manifestations, le mouvement social. Et on l'a vu à travers le mouvement social. On a bien vu que les manifestations contre la loi El Khomri, il y a eu beaucoup d'interdictions de séjour à cette occasion-là. Il y a eu des interdictions de manifestation. Je vous rappelle que la grande manifestation à Bastille, à l'origine, était interdite dans le cadre de l'état d'urgence. Finalement, elle a été autorisée autour du bassin de l'Arsenal, mais avec des contrôles des sacs, etc. Et donc, cette logique-là, elle est vraiment liberticide. Parce qu'il suffit de dire que la police, elle est occupée à autre chose, et forcément, elle est toujours occupée à autre chose s'il faut contrôler les frontières, s'il y a des risques d'attentats terroristes. Et donc, on peut neutraliser tous les opposants. Imaginez que Marine Le Pen ait été élue. Par malheur, si elle était élue. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire avec cet instrument. Parce que je vous rappelle que l'état d'urgence n'a pas été suspendu à la fin du mandat de François Hollande. Il a lieu jusqu'au 15 juillet. Imaginez que Marine Le Pen arrive et qu'elle peut, par un simple arrêté du ministre de l'Intérieur, neutraliser n'importe quel opposant en disant qu'il représente un trouble à l'ordre public. C'était extrêmement simple, hein, vous voyez. Vous voyez le danger pour les libertés de cette logique-là. Et c'est vraiment ça qui est extrêmement inquiétant avec l'état d'urgence, c'est qu'on a des instruments qui permettent à tout moment à un simple préfet ou à un simple ministre de l'Intérieur de décider de pouvoir neutraliser une personne par le biais de mesures administratives qui sont uniquement contrôlables par le juge administratif. Et s'il ne les respecte pas, il viole la loi pénale et donc il peut être déféré au tribunal correctionnel et être mis en prison. Et donc là, on a un phénomène qui est extrêmement inquiétant du point de vue des libertés, parce que quand on donne un tel pouvoir à l'exécutif, alors quand le pouvoir il est enfermé dans un bref délai, c'est 12 jours ou 3 mois, on peut s'en satisfaire parce qu'on est dans une circonstance exceptionnelle. Mais quand ça s'installe dans la durée, et là on est à 18 mois, on sera peut-être à 24 mois si l'état d'urgence est prolongé, vous voyez bien le danger de mettre cet instrument aux mains de l'exécutif. Parce qu'à tout moment, ils peuvent canaliser le mouvement social. Alors, je vais prendre l'exemple. L'actuel gouvernement d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, ils ont décidé de réviser le Code du travail par ordonnance. Donc on peut imaginer que ça va développer un mouvement social comme il y a eu contre la loi El Khomri. Imaginons que le mouvement social s'agite un peu, qu'il commence à y avoir des troubles à l'ordre public. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Les instruments de l'état d'urgence. On sait déjà, ils vont reprendre des interdictions de séjour, des assignations à résidence, etc. Et on va s'habituer à ça. C'est-à-dire, désormais, on est habitué à chaque fois qu'il y a une manif, il y a des interdictions de séjour. C'est anormal dans un état de droit. Je veux dire, l'exécutif n'a pas à neutraliser ses opposants. Et donc, vous voyez bien, c'est en ça où l'état d'urgence est dangereux. C'est pas un instrument exceptionnel. C'est pas une suspension de l'état de droit. On n'est pas dans cette logique-là. On est toujours dans une démocratie, on est toujours dans l'état de droit, on a toujours des instruments de contrôle, on a un contrôle parlementaire, on a un contrôle de la société civile, on a un contrôle par les médias. Donc tout ça existe, les garanties existent. Simplement, on s'habitue à ça. Il y a une banalisation finalement des mesures attentatoires à la liberté aux mains de l'exécutif. Et on a des précédents là-dessus. Alors moi je suis spécialiste du droit des étrangers, on pourrait prendre d'autres exemples. Mais si on voit comment le droit des étrangers a évolué dans les 30 dernières années, on s'aperçoit que ce sont les mêmes logiques. C'est-à-dire on a accepté qu'un étranger puisse faire l'objet d'une rétention administrative sans avoir commis d'infraction. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, un étranger peut être maintenu 45 jours en rétention administrative, alors même qu'on lui reprocherait, simplement d'être en séjour irrégulier. En droit des étrangers, je vous rappelle qu'il y a un juge unique, systématiquement pour les obligations de quitter le territoire français. Je vous rappelle aussi qu'on est dans des logiques d'urgence, qu'on est dans des logiques où on peut utiliser la vidéoconférence,
On peut utiliser aussi des salles d'audience délocalisées sur les aéroports, au Ménil-Amelot ou la zone d'attente maintenant. Bon, je pourrais prendre plein d'exemples du droit des étrangers. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on a admis qu'en droit des étrangers, il y a un droit dérogatoire qui s'applique, avec un juge spécifique au sein du tribunal administratif, avec des délais spécifiques, avec des avocats spécifiques, avec des interprètes. Bon, un droit qui est complètement à part, dérogatoire et exceptionnalisé. Et finalement, l'état d'urgence, c'est pareil. C'est qu'on admet dans le cadre du cadre normal qu'on exceptionnalise un contentieux et qu'on ait des anomalies dans ce contentieux. Et on l'installe dans la durée, parce que si c'était pour 3 mois, on pourrait s'en contenter. Dès lors qu'on est à 18 mois d'état d'urgence, on est dans une évolution qui n'est pas satisfaisante. Voilà, j'ai fait le tour. Peut-être que Macron peut peut-être laisser la place au débat par rapport à l'ensemble de ces éléments-là. Et voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. C'est à vous maintenant. Je voulais juste savoir, vous avez dit qu'il y avait eu un cas où il y a une note blanche qui avait réussi à être contestée et annulée. Donc dans ce cas-là, et aussi pour le cas du type avec le cinéma, qui avait réussi 1 an plus tard à faire annuler sa perquisition, qu'est-ce que ça entraîne, ces annulations ou ces reconnaissances d'erreurs, en fait, du côté de la justice? Alors, pour les assignations à résidence, si vous obtenez une annulation ou une suspension, c'est souvent des suspensions dans le cadre de référé de liberté. Bon, c'est la fin. Enfin, si la suspension est totale, parce qu'il peut y avoir une suspension partielle, comme je le disais tout à l'heure, parfois c'est juste le nombre de passages au commissariat ou les heures de l'assignation qui sont modifiées. Et si c'est une suspension totale, la personne sort du régime de l'assignation à résidence. Alors en fait, il y a eu, sur l'ensemble de ce qu'on a étudié, il y a une quinzaine ou vingtaine d'affaires dans lesquelles la note blanche est remise en cause par le juge administratif. Ça arrive. C'est-à-dire, parfois, vous avez des notes blanches qui sont très peu circonstanciées. Hein. Les notes blanches, moi j'en ai vu dans certains dossiers, parce que l'administration les produit dans les dossiers, donc j'ai vu quelques dossiers. Donc parfois, vous avez des notes blanches de 25 pages qui sont un peu effrayantes. Hein, donc, bon. Et parfois, la note blanche, c'est un vague papier dans lequel on dit cette personne-là était présente à telle date, à tel endroit, on l'a vu faire ça. Enfin, bon. Et c'est très imprécis, c'est-à-dire vous n'avez pas exactement l'endroit avec qui. Enfin, bon. Et donc, il arrive que le juge administratif, l'administration avance ça, et le juge administratif va dire est-ce que vous avez plus d'éléments, est-ce que vous pouvez préciser, etc. Et si l'administration ne justifie pas assez et qu'en face, la personne fournit un récit convaincant ou des preuves convaincantes, ça peut tomber. Le cas le plus caractéristique, c'est cette personne qui était devant le domicile d'une personne de Charlie Hebdo, parce que là, il y avait vraiment 2 versions complètement différentes. C'est-à-dire, d'une part, il était radicalisé et il s'apprêtait à commettre un attentat terroriste. Ça, c'était la version de l'administration. Et l'avocat du cabinet Bourdon, Vincent Brégart, a tout démonté, argument après argument, et il a démontré que rien n'était vrai. C'est-à-dire qu'il était au téléphone avec sa mère, enfin bon, il était parti en voyage, je ne sais plus pourquoi, enfin, chaque truc s'expliquait. Et donc le juge a été convaincu, au fur et à mesure, que la note blanche était pipeau. Alors ça, c'est pour les assignations. En revanche, pour les perquisitions, très clairement, l'annulation de la perquisition ne sert à rien. Alors, à part une victoire symbolique contre l'administration, vous avez été perquisitionné, 1 an après, le juge dit que c'était illégal. Bon, très bien. Alors après, il est possible formellement de faire une demande indemnitaire. Donc les personnes victimes de perquisition, de persécution aussi, mais d'une autre façon, peuvent faire une demande indemnitaire. Donc vous demandez indemnisation à l'administration d'abord. D'ailleurs, parfois, ils indemnisent d'eux-mêmes. Parfois, ça passe par le défenseur des droits qui peut être saisi. Et on a regardé, parce qu'il y a un petit peu de contentieux indemnitaire qui apparaît, le juge administratif n'est pas très généreux. C'est-à-dire, généralement, les indemnisations, c'est entre 500 et 3 000 à 4 000 euros. 3 000 à 4 000 euros, c'est dans le cas où il y a des enfants qui étaient victimes, qui étaient présents, qui ont été terrorisés parce que ça a eu lieu la nuit et ce n'était pas justifié de le faire la nuit. Mais en fait, c'est quelques milliers d'euros au maximum. Donc voilà, vous obtenez 1 an après ou 2 ans après un juge administratif qui condamne l'administration à verser 3 000 à 4 000 euros. Bon. Est-ce que ça va changer votre vie? Je ne crois pas, vu comment les perquisitions ont pu... En fait, c'est surtout au niveau du voisinage, quoi.
Vous imaginez une perquisition de nuit en plein état d'urgence, vous êtes vraiment stigmatisé comme étant un dangereux terroriste, alors que la plupart du temps, il n'y avait rien dans le dossier. Donc, ouais. J'ai juste rajouté un petit morceau à ma question. Est-ce que le fait que cette note blanche elle a été démontée point par point, ça fait un peu jurisprudence? Est-ce que ça va venir dans le futur limiter la crédibilité d'autres notes blanches ou c'est sans effet? Alors il y a des tentatives, il y a des avocats pénalistes qui ont essayé de faire des procédures pénales contre pas tellement les auteurs de la note blanche, mais les personnes qui sont prévalées. Alors, en fait, devant le Conseil d'État, c'était toujours la même personne qui représentait le ministère de l'Intérieur. Et ils ont porté plainte à son égard. Donc, il y a 2-3 procédures de ce type-là, puisque finalement, la note blanche était de la diffamation. D'accord ? Dans ces affaires-là, ça a été démontré. Donc, ils ont essayé. À ma connaissance, ces affaires n'ont rien donné. Le droit pénal à l'encontre de ces agents de l'État qui utilisaient les notes blanches n'ont rien donné. Par ailleurs, ça peut faire jurisprudence, c'est-à-dire effectivement, de manière ponctuelle, on s'aperçoit que le juge administratif peut être convaincu dans quelques dossiers que la note blanche n'est pas assez étayée et va regarder attentivement. Je suis tout de même un peu inquiet des dernières affaires devant le Conseil d'État. Vous savez peut-être que le mois dernier, il y a eu quelques dossiers au Conseil d'État pour les assignations longue durée. Et pour pouvoir les maintenir aussi longtemps, il faut des éléments nouveaux. Et donc, on espérait que le Conseil d'État suspende la plupart des assignations en résidence en disant il n'y a pas d'éléments nouveaux. Et on s'aperçoit en fait que le Conseil d'État a admis que, d'une part, l'administration produise des nouvelles notes blanches pendant l'audience. Donc, souvent, il y a une suspension d'audience, on revient 2-3 jours après, et il y a une nouvelle note blanche produite. Et les éléments nouveaux, en fait, c'est souvent effrayant parce que c'est genre l'administration a gelé les avoirs. Donc, en gros, c'est l'administration a pris une nouvelle mesure. Et ça, c'est un élément nouveau. Où la personne est sortie de prison. Donc, évidemment, comme je vous ai expliqué, ce qui reste, c'est souvent des cycles infernaux. C'est-à-dire, la personne est assignée à résidence. On lui dit, tu vas être assigné dans un commissariat à 10 km. Donc, le temps qu'il aille, qu'il revienne, il ne peut pas. Donc, il ne respecte pas son assignation. Dès qu'il ne respecte pas l'assignation, il est déféré au tribunal correctionnel, il est à nouveau condamné à la prison. Alors j'ai vu un cas d'ailleurs assez amusant, enfin entre guillemets, une personne assignée ne respecte pas, il va en prison, et là il est en contact avec un radical. Donc un des cas types les plus connus. Donc ils sont vraiment cons pour le coup, ils le mettent en prison avec le type qui est connu comme ayant radicalisé le plus de personnes. Et donc il sort de prison, on lui dit vous avez été radicalisé en prison. Oui, évidemment. Sur l'a mis, bon. Et donc, tac, à nouveau, élément nouveau, nouvelle assignation à résidence, on est reparti. Donc, bon, on arrive ici, alors c'est un groupe de 40 personnes, c'est pas les 500 assignés à résidence du début, mais de 40 personnes qui, en fait, se sortent jamais de ce régime. C'est-à-dire, ils vont entre prison et assignation à résidence, et tant que l'état d'urgence se prolonge, ils continuent à être dans ce régime. Et donc, vous imaginez les effets délétères que ça va produire à long terme. C'est-à-dire, ces personnes-là, si elles n'étaient pas terroristes, et je crois qu'elles ne l'étaient pas, elles sont peut-être radicalisées, mais pas forcément terroristes. Je ne sais pas ce que ça va produire à terme. Parce que 18 mois dans ce régime infernal, à un moment donné, il y a de quoi péter les plombs. Deux petites questions. La première, ça concerne la consultation de documents faisant l'apologie du terrorisme. Ça, je croyais que ça avait été retiré à un moment. Mais je voudrais savoir si, d'une, ça existe toujours, et si, deux, il y a des exceptions qui sont clairement inscrites dans le droit. Je crois que dans le projet, il y avait des exceptions pour les policiers, les juges et les journalistes, et pour savoir si vraiment on a ces catégories-là à nouveau. Et puis, la deuxième, qui est un peu plus ma question Hello Magazine, c'est concernant les contentieux sont toujours confiés au même juge administratif. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux, ces gens-là? Voilà. Enfin, si on peut aborder ça ici. Sinon, ce sera la pause café tout à l'heure. Moi, j'ai une question aussi. Là. J'ai été étonné en fait par on m'entend là, c'est bon? Oui. Par la faible proportion des militants d'extrême droite qui sont concernés par les mesures d'état d'urgence. Parce que je me souviens en fait, en juin 2016, Patrick Carvel, le directeur de la DGSI, avait
évoquait une espèce de spectre de guerre civile, que les groupes d'ultra-droite allaient attaquer les musulmans. Et il disait il faut nous donner plus de moyens pour mettre en place des mesures par rapport à ces groupes. Et du coup, qu'en est-il de la réalité qu'est-ce que fait l'état d'urgence par rapport à ces groupuscules d'extrême droite? Voilà. Et moi, j'avais une question aussi. Là. C'est par rapport à... Parce qu'en fait, là, vous parliez aussi, tout à l'heure, de ces cas où il y a des personnes qui sont assignées à résidence qui ne respectent pas leurs assignations et qui, du coup, passent au pénal. En fait, moi, je voulais savoir un peu sur ce cas-là, quand on ne respecte pas les mesures qui nous sont imposées par l'état d'urgence. Là, je pense par exemple à des interdictions de séjour, comme vous parliez, ou quoi. Qu'est-ce que c'est la procédure qui est envisagée? Est-ce que ça a déjà été utilisé? Comment ça se passe là-dedans? Et je voulais savoir si ça avait déjà été fait, ce passage-là au pénal. Est-ce que, en fait, il y a une différence aussi sur les profils? Est-ce que ça vient jouer quelque chose là-dedans? Justement, ce que vous parliez de ça, une sorte de traitement différencié là-dedans. Voilà. Oui, moi j'ai une question à la fois sur l'intervention de Marie Goupil hier et la vôtre. On a vraiment l'impression que l'état d'urgence c'est moins un moyen de lutte contre le terrorisme qu'une sorte de coup politique mené à travers le droit administratif, dont vous avez montré un peu les différents outils, les moyens, etc. Et est-ce que c'est une phase totalement récente ou est-ce qu'il y a une histoire précédente, est-ce qu'elle est très ancienne, de cette transformation de ces usages politiques du droit administratif? Oui, si c'est possible, j'avais une petite question sur les notes blanches, sur l'aspect juridique et probatoire. Parce que si j'ai bien compris, les notes blanches, il n'y a pas d'auteur, il n'y a rien. Et donc, quelle garantie on a de la validité de l'information qui est contenue? On pourrait imaginer que l'administration produise un papier quelconque et mette n'importe quoi. Et dans ces cas-là, quelle garantie a la justice et le justiciable que la note blanche a bien un contenu qui est réel? Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport... Oui, c'est la dernière. Je vais répondre après, juste après vous, pardon. Oui. Par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle est saisie, étant donné qu'il y a un certain nombre d'affaires qui sont finies maintenant en interne, est-ce qu'il y a une chance d'obtenir quelque chose à Strasbourg, notamment sur le côté opérationnel et le fait qu'on utilise les mesures de l'état d'urgence pour des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la menace initiale qui était une menace terroriste, et donc ce décalage, cette logique opérationnelle? Alors, je vais essayer de répondre. Alors, sur l'apologie, vous avez raison. Il y a une censure du Conseil constitutionnel, aussi sur une QPC de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, plaidée par François Sureau. Donc, il y a eu une censure du Conseil constitutionnel sur ce qu'on appelait le délit de consultation de sites. Mais vous savez peut-être que quelques jours après la censure, le Parlement a réadopté quasiment la même chose. Ils ont mis 2-3 bricoles en plus pour faire croire qu'ils respectaient la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, selon toute vraisemblance, dès lors qu'il y aura une nouvelle procédure, des nouvelles condamnations, il y aura une nouvelle QPC. On peut en faire le pari. Alors, ils ont fait quelques exceptions, mais les exceptions n'étaient pas satisfaisantes. Alors, une des critiques, notamment de la Ligue des droits de l'homme, c'est que tous les cas, les exceptions n'étaient pas assez importantes pour protéger suffisamment les journalistes, les avocats, etc. Plus largement, vous savez peut-être qu'actuellement, il y a une affaire sur la loi sur le renseignement qui a été contestée au Conseil constitutionnel par, en gros, des associations de journalistes et qui, là, est devant la Cour européenne des droits de l'homme actuellement. Donc c'est le même cabinet, en fait, c'est le cabinet Spinozzi qui traite de l'affaire. Donc ça va être intéressant dans le futur de voir comment évolue la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions-là, sur ce type de délit. Alors, un autre aspect à noter sur les décisions du Conseil constitutionnel, vous le savez peut-être, c'est que quand le Conseil constitutionnel, en QPC, censure une disposition, question prioritaire de constitutionnalité, désolé. Donc c'est la
question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est la possibilité, dans le cas d'un procès, pour un justiciable, de dire qu'une loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Donc depuis une réforme constitutionnelle de 2008, concrètement depuis 2010, il est possible, dans le cas d'un procès, de dire, voilà, vous m'appliquez cette loi, la loi sur l'apologie du terrorisme, mais la loi est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Alors, sur le juge administratif au sein d'un TA, donc c'est un phénomène qu'on a constaté en observant. Sur les petits TA, sur les gros TA, évidemment, il y a plusieurs juges administratifs. Alors, d'abord, la première chose, c'est qu'ils recherchent des juges expérimentés. Ça se comprend dans le cadre du contentieux de l'état d'urgence, d'essayer d'avoir des juges qui ont un peu de métier pour pouvoir rendre les décisions. Ensuite, je pense qu'il y a une volonté des présidents de TA de prendre la responsabilité de ce contentieux. C'est un contentieux qui est sensible politiquement, qui est sensible administrativement, où on se retrouve dans des affaires potentiellement médiatisées, et donc le président assume ce contentieux. Alors, je vous rappelle, notamment, il y a un phénomène qui a beaucoup marqué les TA, c'est que dans la première semaine de l'état d'urgence, il y a eu des recours devant les tribunaux administratifs, notamment à Nantes et à Rennes sur la COP21. Et les juges administratifs avaient rejeté ce qu'on appelle le tri, c'est-à-dire ils n'avaient pas audiencé, ils avaient d'office rejeté pour défaut d'urgence. Toutes les premières requêtes, notamment 6 des 7 requêtes de la COP21, avaient été rejetées pour cette raison-là. C'est monté au Conseil d'État, et le Conseil d'État a censuré ces ordonnances en disant « c'est anormal de rejeter au tri ». C'est anormal, dans ces affaires aussi importantes, de ne pas regarder le fond de l'affaire, de s'arrêter à des questions de procédure. Et donc, en gros, le Conseil d'État a tapé du poing sur la table en disant « l'état d'urgence, vous devez exercer votre contrôle ». Et donc, c'est un message politique du Conseil d'État en disant au juge administratif « vous prenez au sérieux ce contentieux, vous exercez votre office ». Alors, après, on a regardé plus attentivement ces juges. Par expérience de ces contentieux, souvent, c'est les juges qui rejettent le plus. Alors, ça, on voit là une chose en droit des étrangers. Les juges qui sont en reconduite à la frontière, en OQTF, obligation de quitter le territoire français aujourd'hui, c'est des juges qui souvent ont un taux de rejet assez important. Et on s'aperçoit en état d'urgence, sur certains TA, c'est très marquant, 100% de rejet par le juge. Alors, il y a quelques TA où il y a des juges qui font un vrai contrôle, notamment de la note blanche, mais c'est très très marquant. Les bons avocats savent que tel ou tel juge a un taux de rejet plus ou moins important, et donc là c'est très marquant sur l'état d'urgence. Alors ensuite, sur la faible proportion des militants d'extrême droite, je crois qu'il y a une dimension politique à l'état d'urgence qui est évidente. Les pouvoirs politiques, les préfets, ont décidé de ne pas utiliser l'état d'urgence contre l'extrême droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il a été décidé très rapidement au début de l'état d'urgence, la semaine de la COP21, de l'utiliser contre des mouvances d'extrême gauche, autonomes, je ne sais pas comment on les appelle, donc ça a été fait immédiatement. Donc ça concerne, je l'ai dit, une soixantaine de décisions de tribunaux administratifs. L'extrême droite, on en voit apparaître une ou deux, c'est souvent des manifestations en fait qui sont interdites. Donc il y a une ou deux manifestations dans lesquelles des militants d'extrême droite ont voulu faire des manifestations et le préfet a utilisé l'état d'urgence pour interdire. En revanche, je n'ai pas vu de cas de militants d'extrême droite assignés à résidence. Donc, bon. Après, comme je suis plutôt défavorable à l'utilisation de l'état d'urgence, je ne vais pas dire qu'il faudrait l'appliquer davantage à l'extrême droite. Hein. Donc, il faut être cohérent, il ne faudrait pas du tout l'appliquer en réalité, en tout cas pas l'appliquer à des militants, parce que je pense que c'est un dévoiement de l'état d'urgence d'appliquer cette notion. Pour moi, il devrait y avoir un lien entre l'événement qui a déclenché l'état d'urgence, donc un attentat terroriste, et les mesures de l'état d'urgence. Donc, malheureusement, le Conseil d'État a fait sauter ce lien, mais aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui n'ont rien à voir. Le supporter du PSG, les interdictions de déplacement de supporters de PSG, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec l'état d'urgence. Les manifestations diverses et variées, ça n'a rien à voir. Malheureusement, c'est l'état d'urgence qui les justifie. Sur le non-respect des assignations à résidence, donc là, moi, je n'ai pas vu de cas de non-respect d'interdiction de séjour. Je ne sais pas, alors peut-être que je ne suis pas au courant de tout, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de cas de non-respect d'interdiction de séjour qui a donné lieu à des poursuites correctionnelles. Ça a vérifié. Moi, tous les cas que j'ai vus, c'est des non-respects d'assignation à résidence. Donc, c'est des personnes assignées qui n'ont pas respecté. Il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui... En fait, la question prioritaire de constitutionnalité sur l'interdiction de séjour portait aussi sur l'article 13 qui prévoit les sanctions pénales.
Malheureusement, le Conseil d'État n'a pas renvoyé l'article 13. Donc aujourd'hui, c'est dommage parce qu'on peut penser que cet article 13 est contraire à la Constitution. Parce que vous voyez bien, il y a une espèce de sanction pénale, je ne vais pas dire automatique, mais en gros, vous ne respectez pas, vous êtes déféré, quoi. Bon. Et c'est problématique en droit pénal, et puis surtout, ce n'est pas très encadré, en fait. On ne vous dit pas précisément dans quelles conditions vous pouvez être poursuivi. Et donc, on peut penser que l'article 13 est contraire à la Constitution française en matière de droit pénal, aux garanties du droit pénal. Il faudrait trouver un cas d'une personne condamnée sur le fondement d'une mesure de l'état d'urgence et où on puisse faire une QPC. Il commence à y avoir un peu de jurisprudence de la Cour de cassation. Il y a 2 décisions de la Cour de cassation un peu intéressantes. Il y a eu un article dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus, sur ces premières décisions où la Cour de cassation commence à dire mais nous aussi on contrôle l'état d'urgence à travers les sanctions pénales. Alors ensuite, la question c'était de savoir s'il y a une histoire assez ancienne de ces usages politiques du droit administratif. Je pense que oui. C'est-à-dire on peut retracer ce qui se passe actuellement devant le juge administratif dans le cadre de l'état d'urgence sur une histoire à la fois longue. Alors, l'histoire la plus longue, c'est la théorie des circonstances exceptionnelles. Donc ça, on peut aller chercher beaucoup de jurisprudence sur les circonstances exceptionnelles, ce qu'on a appelé les pouvoirs de guerre, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Pour les étudiants en droit, vous connaissez tous Dame Dole et Laurent, hein, vous savez, ces prostituées sur le port de Toulon. Donc c'est un peu connu par les étudiants en droit. Ça, c'est l'histoire ancienne. Sur l'histoire plus récente, il y a un lien très fort entre ce qui se passe sur l'état d'urgence et ce qui s'est passé avec l'affaire Mbala, avec l'affaire Dieudonné. L'affaire Dieudonné, je vous rappelle que le préfet de Nantes a interdit son spectacle parce qu'il représentait un trouble à l'ordre public, parce qu'il avait déjà commis des infractions. Donc c'est la même logique prédictive, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a commis des infractions, et comme il a commis des infractions, on pense qu'il va à nouveau en commettre. D'accord ? Donc en gros, il avait tenu des propos antisémites pendant ses spectacles, et on pouvait penser que si le spectacle se tenait, il allait à nouveau tenir ses propos antisémites. Et donc le préfet a pu légalement interdire le spectacle. Et vous voyez, on est dans la même logique, c'est-à-dire une personne en raison non pas de choses précises, d'un trouble objectif à l'ordre public, matériel, mais en raison d'un profil où on estime qu'il représente un danger, il peut être interdit par une mesure administrative de faire quelque chose. Alors, de manière un peu caricaturale, on appelle ça parfois la logique Minority Report. Alors, sachant que si vous connaissez bien le roman de Philippe Cadix, les précodes ne sont pas prédictifs, ils ont une connaissance de ce qui va se passer. Donc, en fait, donc c'est pour ça qu'à mon avis, Minority Report, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Les précodes ont une connaissance de ce qui se passe. C'est une connaissance, c'est de la science. C'est pour ça qu'ils s'appellent les précognitifs. Alors que là, on est dans le prédictif. Donc, on est plutôt dans l'algorithme à la Google, qui, en raison, parce que vous consultez habituellement ces sites, on va pouvoir vous proposer un voyage à tel endroit. D'accord ? Donc, on est plutôt dans la prédiction. L'algorithme, là, ça marche. On est là-dedans. Et on est là-dedans. C'est exactement ça, c'est-à-dire une personne s'est rendue en Turquie, a consulté un site internet, etc. On va prédire qu'il a un risque de porter atteinte à l'ordre public. Sur l'aspect probatoire des notes blanches, je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est extrêmement problématique. Alors, la note blanche se justifie dans le fonctionnement des services de police. Il peut être normal, dans le cas d'un fonctionnement de services de police, de personnes qui sont dans les mosquées, qui sont dans les réseaux islamistes, de protéger leur identité et protéger l'identité des sources. Néanmoins, ce qui est problématique, c'est d'utiliser cet instrument de police qui peut être légitime comme un instrument de preuve devant un juge. Et ça, c'est fortement discutable. Ça a été discuté devant le Conseil d'État depuis longtemps, ça a été discuté devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'affaire Domenjou. Malheureusement, le juge administratif a admis la force probatoire des notes blanches, des éléments factuels de la note blanche. Alors, ce qui m'a beaucoup marqué, moi j'étais présent à l'audience de l'affaire Domenjou. Les frères Domenjou, lorsqu'ils étaient à l'audience, leurs avocats, ont affirmé qu'en fait, le policier qui avait... en fait, je ne sais pas si vous connaissez le détail de l'affaire Domenjou, mais l'affaire Domenjou commence à Sivins. Je ne sais pas si vous savez. Notamment, un des 2 frères Domenjou est tabassé à Sivins par un policier. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de cette affaire-là. Et en gros, les Domenjou affirment que le policier, à l'origine de cet événement-là,
étaient présents à l'audience au Conseil d'État. Et donc, pour eux, en fait, s'ils ont été ciblés dans le cadre de l'état d'urgence, c'est qu'il y aurait une manœuvre policière à leur rencontre. C'est leur version, c'est la version que vous pouvez le voir, vous allez voir l'audience au Conseil constitutionnel, les avocats évoquent ce cas-là devant le Conseil constitutionnel. Et donc vous voyez bien qu'ici, dans l'affaire de Manjou, on voit très bien le caractère problématique de la note blanche. Parce que comme on ne connaît pas le policier qui est à l'origine de ça, on peut très bien avoir des policiers qui instrumentalisent les faits pour neutraliser quelqu'un. Et alors, le Conseil d'État répond à ça. Il y a une audition de Bernard Stienne, qui est le président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui dit « Nous, au Conseil d'État, on fait confiance à la police. » Et donc on pense que la police républicaine ne ment pas. Et donc elle n'invente pas des choses dans les notes blanches. Donc on a a priori favorable, sauf si vous nous démontrez par A plus B que la note blanche ne tienne pas la route. Donc si elle ne tient pas la route, on l'annule, enfin on invalide, on l'écarte. Mais, ou sinon, on donne une valeur probatoire à la note blanche parce qu'on fait confiance à la police républicaine. Donc dès lors que vous êtes dans ce cadre-là, dans ce cadre de confiance à l'égard de la police et des notes blanches, eh bien, les dérives ne sont pas totalement impossibles. Et je vous l'ai dit, il y a tout de même plusieurs cas qui ont été médiatisés où on voit que parfois on grossit énormément les éléments factuels de la note blanche, ou surtout, souvent, on met en relation des choses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, on dit, vous êtes parti en Turquie, alors peut-être que vous êtes parti en Turquie voir votre famille, vous avez consulté un site internet de machin, mais peut-être que ça n'a rien à voir. Enfin, on prend des éléments épars sur la vie d'une personne et on les regroupe pour dire vous êtes dangereux. Alors que peut-être les 5-6 éléments épars s'expliquent par autre chose. Enfin, sur la Cour européenne des droits de l'homme, moi je ne suis pas hyper optimiste sur l'issue devant la Cour. Alors, il y a des affaires qui sont déjà devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de contentieux qui ont déjà eu lieu, qui vont avoir lieu. Alors, je ne suis pas très optimiste parce que vous savez, d'une part, la portée de la Convention européenne des droits de l'homme est en partie neutralisée par la déclaration de l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, en période d'état d'urgence, le gouvernement français peut écrire au secrétaire général du Conseil de l'Europe pour dire on n'applique plus la Convention européenne des droits de l'homme de la même façon que d'habitude. C'est ce qu'on a fait. Donc ça permet au gouvernement français de s'exonérer d'un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle du juge européen, mais il y a tout de même un degré d'acceptation plus large. Et plus largement, la Cour de Strasbourg, dans les périodes d'état d'urgence, ne fait pas l'objet d'un grand courage politique. Peut-être après, dans 4-5 ans, on verra des décisions favorables. Je prends pour exemple l'état d'urgence actuel en Turquie, avec des conséquences qui sont tout de même bien plus graves que la France. Moi, je ne vois pas la Cour bouger. Alors que la Turquie, vous savez qu'il y a un grand nombre de fonctionnaires, de magistrats, d'universitaires qui ont été révoqués de la fonction publique, de personnes qui se retrouvent en détention ou en garde à vue très longue, etc. Pour l'instant, je n'ai pas vu la Cour bouger sur ces questions-là. Donc sur un état d'urgence, peut-être que dans 3-4 ans, on aura une condamnation de la France sur tel ou tel point, sur quelques cas emblématiques. Mais la Cour ne va pas retenir le fait qu'il n'y a pas de lien avec la menace terroriste. Ce qu'elle va regarder, c'est est-ce que la personne, en l'espèce, représentait vraiment un trouble à l'ordre public ou pas. Est-ce que la mesure était justifiée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas un espoir. En fait, la seule façon, à mon avis, d'arrêter l'état d'urgence et de l'encadrer, c'est pas tellement les juges, c'est la société civile. Il faut que la société civile se réveille sur l'état d'urgence. Malheureusement, elle est complètement endormie. J'ai l'impression que vous dormez tous là. Je crois que le vin n'était pas très bon hier soir, on m'a dit. La société civile ne s'agite pas beaucoup sur l'état d'urgence. Voilà. Ouais, peut-être pour vous réveiller, on va faire une petite pause.